Merci beaucoup. Tout d'abord, merci au Conseil scientifique de CNGE de m'avoir invité à faire cette présentation. J'essaye de cliquer. Voilà. Aucun lien d'intérêt à déclarer pour cette présentation. Donc, désolé, il peut y avoir un petit peu de chevauchement par rapport à la présentation précédente, hein, mais je voudrais aussi préciser que le risque, c'est le risque d'être malade, le risque d'aggravation d'une maladie, le risque d'un effet indésirable, mais ça peut être aussi une perte de chance, hein, de ne pas être traité, ça peut être aussi un bénéfice-risque négatif, donc la notion de risque est très, très variable. La présentation, c'est juste des notions de mesure de risque, pour dire aussi qu'il y a beaucoup de mesures de risque et que c'est un des problématiques, et comment on exprime les risques et quelles sont les problématiques qui sont liées à l'expression de ces risques. Alors, évidemment, la liste est très très loin d'être exhaustive. Un risque, ça peut dire un nombre absolu de cas. Quand on dit, par exemple, que le médiateur a causé entre 1000 et 2000 morts, c'est un nombre absolu qui a un risque qui peut être... Voilà. Quand un avion crash, on dit 300, 400 décès lors de crash. Donc, dans le risque, ça peut être par un nombre absolu. Mais c'est très souvent par un ratio. Hein, c'est le nombre de malades ou le nombre qui ont eu ce risque par rapport au nombre de malades et non de malades. Mais après, il y a des rapports de risque, que ce soit relatif, que ce soit absolu, qu'il y a, les ordres ratios, il y a le nombre de traités qui cause un événement. Donc, le message, c'est vraiment, il y a énormément il y a des fonctions de risque, etc., énormément de risques, de mesures de risque. Alors, quelle que soit la manière de calculer le risque, quelle que soit l'expression de risque, la qualité et de sources d'informations sont très, très, très importantes. Et je prends l'exemple, par exemple, le nombre d'AVC en France, il est estimé de 110 000, et finalement, le risque, c'est 1 sur 600. Mais la première question, d'où ça vient cette information? Est-ce que ça vient, par exemple, par les 3 registres qui existent, où l'estimation est moindre si c'était exhaustif? Si ça vient de données d'hospitalisation, est-ce que vraiment on a bien codé l'AVC? Est-ce qu'on a oublié ou, le contraire, on a ajouté des AIT dedans? Et on parle de quelle population? Est-ce qu'on parle de population totale? Mais aussi, on peut le calculer, est-ce que chez des hypertendus? Mais ça peut être aussi calculé sur d'autres populations. Et surtout, il y a 2 notions très importantes qui ont été évoquées lors de la présentation précédente. C'est la notion de temps et de l'espace. Sur quelle période? Est-ce que c'est récemment, sur un an, sur plusieurs années? Et l'espace, c'est très important aussi parce que l'équation de risque, par exemple, cardiovasculaire, on voit bien que les équations de Framingham et les autres équations européennes ne prennent pas en compte que le risque absolu, par exemple, de maladies cardiovasculaires en France est beaucoup moindre qu'aux États-Unis et un petit peu moindre qu'il se passe dans le nord de l'Europe. Donc, il faut entourer ce risque pour toutes les précautions nécessaires pour savoir de quoi il s'agit. Juste rapidement, comment on calcule l'exposition? On est exposé à quelque chose, par exemple, dans cet exemple, E+, et on n'a pas la maladie. Le risque absolu, le risque de base, c'est chez les non-exposés, c'est le B divisé par P plus D, et chez les exposés, c'est A divisé par AC, et le risque relatif, finalement, c'est le rapport de risque absolu de 2. Si je prends un exemple, supposons que c'est le tabac, l'exposition au tabac, le risque absolu chez les non-tabagiques, il est de 25%, c'est 250 divisé par 100, par 1000, et chez les tabagiques, c'est 50%, c'est 50 divisé par 100, et que le risque relatif, il est de 2, ça veut dire qu'on a 2 fois plus de chances de développer une maladie, et ça s'exprime quelquefois, c'est 200% d'augmentation de risque, je reviens plus tard. Très souvent, c'est à l'inverse, c'est un effet protecteur. Supposons que c'est un médicament qui réduit l'occurrence de maladie. Donc le risque absolu chez les exposés, il est de 25%, et chez les exposés, il est de 50%, et la réduction, le rapport de risque est de 0,5, ça veut dire qu'on a réduit le risque de 50%. Mais il y a 2 notions de ce qu'on appelle
réduction de risque absolu. Et là, on voit bien que malgré que le risque relatif il est de 50%, la réduction de risque absolu est très 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 faible et qu'on peut dans des circonstances l'accepter. Si par exemple dans l'exposition c'est pour réduire le suicide chez les adolescents, si pour réduire donc on peut accepter une réduction de risque absolu très très bas, ça dépend de problématiques, mais ce que je veux dire, qu'il peut y avoir une très différence entre les risques relatifs de réduction de 50, 60, 70% et une réduction de risque absolu qui peut être minime. Le problème, ce qui a été dit par le professeur Bourgeon, que finalement, on est devant un malade et ça veut dire que la vraie difficulté, on va voir que toutes les connaissances viennent des groupes et que toutes les décisions sont individuelles. Et parce qu'on est devant un malade qui se demande quel risque j'ai, voilà, et alors il y a deux situations très très fréquentes que le risque finalement ils sont totalement inconnus parce qu'il n'y a pas d'études, parce que les risques sont récents, etc. Et le plus souvent que les risques sont estimés avec beaucoup d'incertitudes, et je reviens sur ce point-là. Donc vous avez devant vous un malade. La première question, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais mourir? Quel risque j'ai, etc. La question devient rapidement, parce qu'il est malade de BPCO, qu'est-ce que sont devenus finalement les malades qui ont le BPCO? Parce que moi j'ai le BPCO, etc. Et encore plus dégradé, mais finalement les malades qui ont BPCO qui me ressemblent. Moi j'ai 70 ans, j'ai fumé 10 paquets l'année, mais le CVF il est de 70%, le VMS de 50%, qu'est-ce que devient? Et la question est sur ces points-là, et les connaissances à partir de ce sujet-là viennent par exemple d'un essai thérapeutique où il y a un groupe de placebo, il y a un autre groupe où on a donné un médicament pour le PPCO, l'efficacité de 30% par exemple de placebo, de 50% les chiffres probablement exagérés aussi. La réduction de risque absolu, il est de 20%, parce que c'est le 50 ou moins 30%, ça veut dire 20%, ils ont bénéficié du médicament, et le risque relatif 0,60, ça veut dire une réduction de 60%. Le problème que les participants aux essais randomisés, ils se ressemblent beaucoup, hein, ils sont hyper sélectionnés, quelquefois on se demande s'ils existent vraiment, mais ils viennent d'un groupe très très hétérogène et qui est là que finalement ils sont avec des morbidités, de mortalité différentes. Et la transposabilité entre les résultats d'essais cliniques très homogènes avec dans la vraie vie est questionnable. Donc, en médecine générale, dans l'extrême majorité des cas, vous avez le patient qui n'a presque jamais été inclus dans les essais thérapeutiques. Donc, il y a une part d'incertitude très, très importante. Et là, il y a vraiment un paradoxe entre l'approche groupe et l'approche individuelle. Si on prend dans le même exemple l'efficacité, ça veut dire l'efficacité nette de 20%. Ça veut dire qu'il y a 20% qui ont bénéficié de médicaments, mais parmi ceux qui ont guéri, les 50%, on ne sait pas qui sont les 20% qui ont bénéficié des médicaments. Et c'est encore pire quand, pour les effets indésirables, vous avez 10% d'effets indésirables avec le traitement et 6%, ça veut dire qu'il y a 4% qui est directement lié aux médicaments, mais vous avez devant vous les 10% des patients, et parmi les 10%, on ne sait pas qui les 4% qui ont eu l'effet indésirable à cause de ces médicaments. Deuxième chose que ça m'échappe, c'est pas grave. Un autre exemple, c'est encore plus difficile. Vous avez un médicament qui n'est pas efficace, donc vous avez 30% d'efficacité et 10% d'effet indésirable. Il ne faut pas exclure, malgré l'absence de bénéfices et l'absence de ce risque, il ne faut pas exclure que parmi les patients traités, qu'il y a 10 individus qui ont bénéficié du médicament, et il ne faut pas exclure, malgré l'absence de ce risque des effets indésirables, qu'il y a quelques individus qui ont des effets indésirables liés aux médicaments.
Et là, on entre dans le risque individuel, même le risque juridique et assurantiel, etc., etc. Donc le paradoxe entre les connaissances qui viennent de groupe et finalement une décision individuelle, et que devant vous, il y a des patients. Pour un groupe de patients, ça veut dire que pour l'ensemble de vos patients, on ne se trompe pas, parce que finalement, on va observer ce qui a été observé dans les essais ou dans la vraie vie. Par contre, pour un individu donné, la différence, elle peut être importante. Je vais faire quelques notions sur la communication sur le risque, sur la perception de risque, et je vais finir un petit peu sur l'exemple de AstraZeneca. Ça a été dit tout à l'heure, la qualification de risque. Moi, je ne sais pas, ça vous dit quoi? Un risque fréquent, rare, etc. Est-ce que c'est 1 pour 100 000, 1 pour 10 000, etc. Dans la neurochir, on accepte de risque d'hémorragie de 5%, parce que voilà, et par contre, pour 1 pour 100 000, ça peut être beaucoup. Deuxième, la partialité de l'expression de la communication. C'est toujours, les risques sont très souvent présentés de manière tronquée. Quand la publicité dit que tous les gagnants de l'auto ont tenté leur chance, ah oui, ça c'est sûr, parce que ceux qui gagnaient, ils ont joué. Par contre, on a oublié de dire que tous les perdants aussi ont tenté leur chance. Pareil, quand un professeur d'infectiologie il dit après la première dose de vaccination, j'ai 46 cas d'infection. Oui, mais et alors, est-ce que c'est beaucoup? Peut-être c'est beaucoup, peut-être c'est très 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 peu. On ne sait pas combien de personnes ont été vaccinées, d'où ça vient le numérateur, d'où ça vient le dénominateur, et ça n'a aucune valeur, mais ça a été repris et ça a été... Après, un point sur l'ampleur de l'augmentation de risque relatif, on a dit qu'il y a une augmentation de la perception de risque. Quand vous dites à une personne que vous avez une augmentation de risque de 1200%, c'est un petit peu différent quand vous lui dites qu'il y a une réduction pour un effet bénéfique de 50%. Même le risque relatif, ça peut être 2000, 3000, 4000%, qui impressionne beaucoup Or, ce n'est que une augmentation, que le parallèle de réduction de risque qui peut être de cette ampleur-là. Et là, je reviens sur l'importance de positionnement de risque. Je prends l'exemple, ça veut dire qu'il y a des domaines où il y a énormément de facteurs de risque, comme le domaine de cardiovasculaire. Il y a 250, 300 facteurs de risque qui sont identifiés, que ce soit dans le domaine de nutrition, que ce soit dans le domaine environnemental, que ce soit dans le domaine même lipidique, etc., etc. Et au final, dans la vraie vie, on prend en compte quelques facteurs de risque majeurs qui changent la donne. Donc, il faut relativiser quand on parle d'un facteur de risque, il faut le positionner, l'hiérarchiser, c'est ce qui était très bien dit tout à l'heure. Après, la perception de risque. Alors, on peut distinguer aussi ce qu'on appelle un risque immédiat et bénéfice retardé. L'exemple type, c'est l'anévrisme de l'aorte. Si la décision d'opérer ou ne pas opérer, on prend des risques. Par contre, ne pas opérer, mais si on opère maintenant, le bénéfice, on le voit plus souvent, plus tardivement, mais c'est pareil aussi pour certains vaccins. Et donc, la notion de risque chez le patient la perception de risque peut être différente. C'est aussi le risque immédiat et bénéfice invisible. C'est-à-dire que quand on prend le statine pour la prévention primaire de cardiovasculaire, on prend un petit peu de risque quand on commence le traitement et même lors du traitement. Et le bénéfice, il est invisible parce que l'objectif, c'est ne pas avoir un infarctus de myocarde ou des événements cardiovasculaires. Et ne pas l'avoir, ce n'est pas visible pour le patient. Donc le bénéfice qu'il a, c'est parce qu'il voit aussi d'autres personnes qui ne prennent pas les statines, qui sont protégées, qui n'ont pas eu l'événement. Donc cette notion-là, elle est un petit peu compliquée à comprendre pour le patient. Après, il y a le risque continu et le risque bénière, surtout devant vos patients. L'exemple type, c'est l'alcool et le tabac. Le tabac, c'est facile, c'est l'exposition bénière, il ne faut pas fumer, le risque augmente avec le tabac, etc. Pour l'alcool, pour la femme enceinte, c'est zéro. Par contre, la consommation d'alcool, quand on dit qu'il faut 10 verres, le risque est acceptable. Les personnes pensent que jusqu'à 10 verres, il n'y a aucun problème et qu'au-delà de 10 verres, il peut y avoir un risque et c'est assez
mal interprétée et que pour la notion de santé publique est compliquée. Je finis par une approche sur les vaccins, parce que ça pose d'autres problématiques. C'est le risque chez les non-malades et les malades. On n'accepte pas le même risque quand on n'est pas malade que quand on est malade, parce que ce n'est pas la même chose. Et là, ça rentre la notion d'un bénéfice individuel et bénéfice-risque collectif. Et on le voit bien avec le débat sur la vaccination des ados et chez les enfants, car le bénéfice-risque individuel est discutable. Par contre, probablement, c'est très clair que le bénéfice individuel collectif en vaccinant les enfants et les adolescents est important. Ce qui fait le lien avec la dernière partie de la présentation, qui communique sur le risque. Évidemment, la meilleure communicant sur le risque, c'est le médecin avec ses patients, mais pour des problématiques, il y a le médecin, mais il y a les sociétés savantes, etc., etc. Il y a le grand public, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce que je vais dire aussi, que ce qu'il ne faut pas faire, que s'il y a, on prend l'exemple d'AstraZeneca, si un président de la République communique sur un risque rare, que quelle que soit sa nature, vrai ou pas vrai, soyez sûr que l'avenir de ce médicament est déjà plié, parce qu'on a suspendu avec une annonce présidentielle. Donc, dernière partie, juste un retour sur le saga AstraZeneca. Là, juste des dates administratives, je dirais. L'OMA, l'Agence européenne, en fin janvier-février, a autorisé. Par contre, en Grande-Bretagne, il a été utilisé depuis décembre 2020. L'HAS de février, il a dit moins de 65 ans, parce qu'il n'y a pas de données d'efficacité chez le plus de 65 ans. L'HAS le 1er mars, il a fait une extension pour le plus de 65 ans, données d'efficacité en vraie vie. Le 11 mars, suspension d'utilisation, mais une semaine avant, c'était suite à l'annonce de président de la République. Et le 19 mars, recommandation à HAS limitée au plus de 65 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Dans la première semaine, fin février, dans la première semaine de mars, il y a un rapport européen qui évoque 30 cas de thrombose. Et tout de suite, les gens ont dit, mais 30 cas de thrombose sur 20 millions, le risque est extrêmement rare, il y a circulé, il n'y a rien à voir. La première chose, d'où ça vient le 30, d'où ça vient le 20 millions? Le 30, c'est par signalement de pharmacovigilance. Quand vous savez que la notification de pharmacovigilance est sous-notifiée, ça vient de plein de pays, et 20 millions, on a additionné le nombre de vaccins dans le monde et qu'on ne sait pas à l'époque quelle quantité vient de quel pays, etc. Et on a dit cas observés attendus, que finalement le nombre de cas observés et les moindres qu'entendus, c'est une notion nouvelle. On a l'exposé, ça veut dire exposé au vaccin. On sait combien de cas, ça veut dire, on a évoqué combien de cas, on ne sait pas combien de cas, on ne sait pas combien de vaccins. Par contre, on n'a pas fait l'étude chez les non-exposés, donc on a fait observé attendu. Alors, il se trouve que observé attendu, il n'est pas inférieur à ce qui est attendu, il est 100 fois inférieur à ce qui est attendu. Donc tout ça, ça invalide totalement que circuler, il n'y a rien à voir. Ça veut dire que le calcul, il est totalement mauvais, il inclut, et on a vu sur les réseaux sociaux et partout qu'on a comparé le risque pour AVC à 1 sur 105, pour cancer de sang, de mort subite, et même le mourir pour un thrombose, etc., pour dire circuler, il n'y a rien à voir. C'était pas propre à la France parce que c'est la même chose qui a été partout dans le monde en disant que le risque est rare et voilà. Alors d'autres absurdités parce qu'on compare au taux de positivité. Je comprends pas voilà. Mais ça a continué pendant un certain temps. Et évidemment, on a parlé de sources de données et des natures des effets indésirables. Et là, on commence à parler, pas de thrombose, on commence à parler de certains types de thrombose. On ne parle pas d'embolie pulmonaire, on ne parle pas de thromboses profondes qui sont fréquentes, mais on parle de thrombose veineuse cérébrale. Même certains types de thrombose veineuse cérébrale, ça veut dire thrombolisante, surtout chez des jeunes femmes. On commence à dire qu'il y a des cas en Norvège, sachant que
l'incidence de thrombose veineuse cérébrale est particulièrement faible, et dans d'autres cas, comme en France aussi, mais il y a un rapport très détaillé en Allemagne qui a été disponible tout de suite en 9 cas qui surviennent dans les 15 jours. Donc on a dit, alors maintenant il y a 23 cas sur 20 millions vaccinés, donc il y a 1 pour 1 million. Pareil, le 23 cas, et il y a 0 cas en Grande-Bretagne, malgré qu'ils ont presque 10 millions de vaccinés. On commence à comprendre que déjà en Grande-Bretagne, ils ont commencé à vacciner les vieux, les personnes âgées, et qu'ils n'ont pas vacciné les jeunes. Or, la thrombose veineuse cérébrale, c'est plutôt des femmes jeunes. Deuxième chose, que le nombre de cas, à un moment donné, était 23, mais chaque jour, il y avait 10 cas, 15 cas qui viennent de différents pays. Chaque jour, le dénominateur, qui est le 20 millions, commence à se préciser, et que finalement, le rapport sur le nombre de cas, sur le nombre de vaccinés, était différent. Donc, la Grande-Bretagne, elle dit « Ah non, je n'ai pas 0 cas, finalement j'ai 163 cas », et que finalement ils n'ont pas voulu regarder, ce qui s'est passé, et que finalement l'observé attendu était largement supérieur, et il y a aussi un certain nombre de CIVD, de coagulation, de troubles de coagulation sévères. Alors un mot sur le CIVD. On a commencé aussi pareil de dire qu'il faut faire absorber attendu. Or, les CIVD, comme vous le savez, c'est des complications déjà très rares, mais se surviennent chez des patients très particuliers. La majorité, c'est des gens qui sont déjà en réanimation et éventuellement en cancer assez développé, etc., etc. Or, on est chez des vaccinés, quelqu'un jeune, parce que c'était à l'époque chez les jeunes, quelqu'un jeune, volontaire pour se faire vacciner, qui a pris le bus, qui a pris un taxi et qui a pris le transport en commun pour se faire vacciner, sa probabilité de développer CIVD dans les jours qui viennent est 0. Donc l'observer, et tout ce qui est observé, c'est de trop. Donc c'est une absurdité de comparer l'observé à l'attendu. Et finalement, le risque absolu, en général, c'est 1 pour 100 000, mais chez les jeunes, c'est 1 sur 65 000. Après, il faut apprécier, est-ce que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, etc. Et que, vous savez, l'avenir finalement, que les gens, ils ont boudé ce vaccin, et que l'HAS et l'ANSM et l'Agence européenne a déclaré qu'il y a un lien possible entre le vaccin et la survenue de thrombose atypique. Alors, comme il s'agit des jeunes, et comme la probabilité de rattraper le Covid est importante, par contre, la probabilité de rattraper des formes graves de Covid est particulièrement faible, et donc le bénéfice-risque dans cette population-là peut-être n'est pas positif, surtout quand la circulation virale diminue comme c'est actuellement. Parce que même la probabilité d'attraper le Covid, maintenant, elle est beaucoup moindre, donc encore moins pour attraper des formes graves. Je suis désolé, j'étais peut-être long, mais c'est ce que je voulais dire pour l'appréciation du risque et risque d'appréciation, Madame la Présidente.